Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième table ronde du cercle de la cybersécurité. Donc cette table ronde qui est consacrée au Zero Trust. Zero Trust à la portée de tous, point d'interrogation. Donc c'est la question que l'on va évoquer ce matin. Alors le Zero Trust, un petit souvenir personnel, il y a 2 ans, quand on avait évoqué le sujet pour les assises de la cybersécurité, on était encore dans les tâtonnements, dans les interrogations. C'est quoi? C'est un concept, c'est une philosophie, c'est une technologie. Enfin bon. Depuis 2 ans, il y a eu bien sûr le sujet a beaucoup évolué, comme on va le voir. Aux assises de l'année dernière, en 2020, on a bien parlé du Zero Trust, on a vu que c'était vraiment ancré, et j'ai l'impression que là, cette année, entre 2020 et 2021, on est passé à l'étape d'après du Zero Trust. Donc, on va présenter ce qu'est le Zero Trust. On va voir comment ça se met en place, quels sont les prérequis, est-ce que ça s'adresse à toutes les entreprises. Pour évoquer le sujet, 6 intervenants que je remercie de participer à cette table ronde. Laurent Jacquemin, qui est Worldwide Director of Sales Engineering chez Gardicor. Fabrice Bérouz, directeur commercial et marketing chez Ilex. Bonjour. Bernard Debauche, Chief Product Marketing and Customer chez Systentia. Arnaud Gauger, directeur technique réseau et sécurité chez VMware. Jean-Pierre Barret, directeur commercial France chez Walix, et Laurent Nezo, sales director France Ubico. Bonjour messieurs et merci de nous rejoindre pour cette matinale. Donc, on a à peu près une 40aine de minutes pour échanger. On aura un chat. Si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants ou nous faire part de vos réflexions sur vos expériences de mise en place de Zero Trust. Je voudrais rappeler, donc je disais que le Zero Trust était en effet, alors on va essayer de le définir, une idée, un concept qui montait. L'un d'entre vous m'a très justement rappelé que dans sa dernière édition du baromètre annuel, le CESA a bien confirmé la progression du concept, puisque 29% des entreprises sont réellement engagées ou en passe de mettre en œuvre le concept, contre 16% l'année dernière. Donc on voit quand même qu'il y a une vraie évolution. Je voudrais commencer avec vous, Laurent Jacquemin, justement sur cette définition. Vous dites, c'est pas une technologie, c'est pas un produit. Il n'y a pas de solution miracle pour atteindre une position de Zero Trust. Alors, comme on est dans le week-end de Pâques, ne parlons pas de miracle, mais est-ce que vous pouvez un petit peu préciser ce que vous vouliez dire? En fait, d'abord, effectivement, c'est un concept et l'objectif, c'est pour une entreprise de définir ce qui est de confiance ou ce qui n'est pas de confiance. Mais si on regarde un petit peu, alors, ce qui a été amené par le Forrester en 2010 sur le Zero Trust, avec la donnée au centre, et puis on a les utilisateurs, les devices, le network, les workloads. Donc, on a énormément de choses à couvrir. Donc, il n'y a pas une solution technologique derrière sur laquelle on va s'appuyer. Il y aura là, c'est bon, Zero Trust, check, comme dans un appel d'offres. Pour nous, en tout cas, à titre personnel, le Zero Trust, c'est vraiment une posture et qui va définir quelles sont les choses importantes de l'entreprise et comment elles doivent être partagées et comment je vais contrôler cet accès. Donc, c'est vraiment une orientation très, très, très rigoureuse de l'accès au système d'information, mais entre les utilisateurs, les serveurs entre eux, etc. Donc, ça couvre énormément de choses. Donc, pour moi, il n'y a pas une solution qui fait du Zero Trust. Il n'y a pas un produit. Voilà, d'accord. Alors, le Zero Trust, si on le définit, Jean-Pierre Barret, vous me dites, enfin bon, vous avez une définition à peu près commune tous, donc au moins c'est rassurant. Aucune activité n'est considérée comme sûre, sans prendre des mesures clés pour prouver que les identités et les privilèges des utilisateurs sont valides. Est-ce que quand même le Zero Trust, c'est pas un concept de parano? C'est-à-dire qu'a priori, donc Zero Trust, aucune confiance, zéro confiance. Donc ça veut dire qu'on ne fait confiance à personne, à rien. C'est exactement ça. En réalité, la notion de Zero Trust, dans l'informatique, il faut être parano. Si vous n'êtes pas parano, potentiellement, vous laissez la porte ouverte à tout.
l'idée du Zero Trust pour Walix, déjà, notre philosophie, c'est de remettre l'humain au centre du dispositif. N'oublions jamais que l'informatique, ce sont des utilisateurs avec plus ou moins de privilèges. Et dans l'absolu, on ne fait confiance à personne. D'accord ? On part du postulat que vous ne pouvez pas faire confiance aux gens de l'extérieur, aux gens de vos équipes et à votre système d'information dans sa globalité. Après, l'idée, c'est pas parce que vous ne leur faites pas confiance qu'il ne faudra pas mettre et créer un environnement de confiance pour qu'ils puissent demain travailler. Mais si vous n'êtes pas parano sur une approche Zero Trust, alors vous n'avez pas compris le concept même du Zero Trust. En français dans le texte, aucune confiance. Je pense que tout est dit. Pour nous, c'est une philosophie. Hein. La philosophie, c'est on ne fait pas confiance à personne dans l'organisation. Et encore une fois, ce qui est le plus important à nos yeux, c'est de mettre l'humain au centre du dispositif. Et la deuxième chose, c'est ne nous trompons pas. Le fait de mettre une politique Zero Trust en place ne se fait pas contre les utilisateurs, mais il se co-construit, il se fait avec eux. Et ça, c'est un concept sur lequel il faut être. Je pense qu'il faut pas perdre de vue. Encore une fois, on ne se bat pas contre nos équipes, mais on travaille avec eux. Excusez-moi, Bernard Debeau, je voulais réagir par rapport à ce que vient de dire Jean-Pierre Barré. Alors, l'humain au centre, mais on construit un environnement, en fait. Zero Trust, c'est aussi un environnement. Alors, oui, moi, je mettrais une petite nuance, en fait, pour dire qu'en fait, c'est une politique de sécurité qui ne se contente pas de se défendre contre les malveillants, mais qui cherche à contrôler proactivement l'accès et l'action des bienveillants. Donc, je trouve qu'il y a toujours cette approche de protection, de défense, versus un contrôle actif. C'est un peu comme un château fort, il faut les douves et le pont-levis. Il faut les deux, et le pont-levis, c'est pour entrer, pour sortir aussi. Donc, il y a les deux. Il y a aussi un autre phénomène qu'on observe, il y a un changement de paradigme de la notion de périmètre de sécurité. Le réseau ne peut plus être le périmètre de sécurité d'une organisation. L'identité maintenant qui devient le nouveau périmètre, et l'identité au sens très large. On parle de l'humain au centre, c'est la personne, oui, mais c'est qui elle est, ce qu'elle fait, quand elle agit, quel est son comportement, quelles ressources elle veut accéder. Donc, c'est l'identité, en fait, qui devient le nouveau périmètre de sécurité par rapport à une approche réseau, on va dire, un peu plus classique. D'accord. Arnaud Gaucher, pour vous, bon, l'avantage aussi du Zero Trust, c'est que il va être adaptatif, c'est ça? En fait, en fonction de l'évolution et de la stratégie de cybersécurité de l'entreprise? Oui, c'est l'idée. Ce qui est particulièrement important vraiment dans le Zero Trust. Enfin, on est un peu passé d'un système où auparavant on était dans un mode où on faisait confiance, mais on vérifiait. Et le Zero Trust, c'est en effet, on fait jamais confiance. Alors, ce qui est important de savoir, c'est aussi que on ne fait jamais confiance par défaut. Naturellement, la confiance, c'est ensuite quelque chose qu'on va vérifier. Et l'idée, donc, dans cette phase justement de vérification, c'est de pouvoir mettre en place des systèmes adaptatifs. Donc, typiquement, voilà, c'est le cas aujourd'hui, hein, on travaille tous de chez nous, voilà, et avec la mise en place d'une remote workforce, on doit être capable d'adapter peut-être pour les utilisateurs, par rapport à la criticité des données auxquelles on va accéder à travers les applications, on doit adapter un petit peu la politique de sécurité. Donc, par exemple, mettre en place une authentification simple lorsqu'on accède à des données qui sont considérées comme peu critiques, et puis peut-être, lorsqu'on accède à des données beaucoup plus critiques, mettre en place une authentification forte. Donc, il faut vraiment être capable de s'adapter. Alors justement, est-ce que la montée en puissance du Zero Trust, elle est liée aussi à ce que les entreprises ont vécu ces derniers mois? Donc, on voyait le développement du numérique, bien sûr. On avait tout à l'heure une table ronde sur le ransomware avec une évolution exponentielle des attaques. Est-ce que ça a accéléré aussi la prise de conscience des entreprises et le besoin de mettre en place cette stratégie globale beaucoup plus vite peut-être que si on était resté dans un mode plus traditionnel d'activité? À mon sens, c'est devenu vraiment indispensable parce que voilà, on a cité le fait que de plus en plus de gens maintenant travaillent à distance, donc ça pose clairement des nouvelles problématiques en termes de sécurité, puisqu'on n'est plus
exclusivement connecté depuis l'intérieur de son entreprise. Et puis, il y a naturellement aussi, parmi autres mouvements, il y a un vrai mouvement d'évolution et de move to cloud pour les applications. Pas toutes les applications, mais naturellement, on utilise de plus en plus d'applications, que ça soit dans du private cloud, du public cloud, et puis également naturellement du SaaS. Et ça, ça change la façon dont il faut prendre en compte la sécurité, puisque la sécurité périmétrique dans le cloud, je peux pas construire un périmètre autour de mon application lorsqu'elle est hostée, par exemple, dans un cloud public. Donc ça nous force naturellement, ça fait que la sécurité périmétrique, entre guillemets, à l'ancienne, n'est plus suffisante, et on est obligé de réfléchir autrement. Fabrice, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, on sait qu'aujourd'hui les attaquants sont on l'a dit tout à l'heure, sont de plus en plus malins, les attaques sont de plus en plus complexes. On sait qu'on essaye de voler les identifiants, donc ça c'est un vrai souci pour les entreprises. On monte, donc il faut se protéger. Ça c'est quand même la base aussi de la démarche de la mise en place du Zero Trust, c'est vraiment protéger ces accès au système d'information et aux données, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Les identités sont au cœur du dispositif, forcément, puisqu'elles sont au cœur des failles. Il y a énormément de vols d'identifiants. On est dans un contexte totalement hostile, donc bien sûr qu'il faut être parano. Il est impensable aujourd'hui de contraindre son SI. On est obligé de l'ouvrir aujourd'hui, de par le contexte actuel, bien sûr, mais il y a de plus en plus de collaborateurs nomades, de partenaires qui souhaitent accéder au système d'information, etc. Et effectivement, le temps de la sécurité dite périmétrique est révolu. Donc, il faut plutôt essayer de sécuriser la façon dont les personnes vont accéder au SI. Et pour cela, bien sûr, l'authentification forte est une clé, l'authentification multifacteur contextuelle. Il s'agit de rentrer dans une démarche, c'est un modèle de sécurité, donc il s'agit plutôt de rentrer dans une démarche de façon itérative pour dire, OK, in fine, j'arriverai petit à petit à savoir qui souhaite accéder, de quelle façon, et j'arriverai à adapter ce modèle de sécurité et donc mes schémas d'authentification pour chaque personne qui souhaite accéder à mon SI selon les ressources qu'il cherche à accéder. Alors ça, sur le papier, on le comprend bien. Dans la stratégie de sécurité, on le comprend bien. Là, je m'adresse à Laurent. Mais est-ce que concrètement, c'est si simple de déployer parce que vous dites, il faut que l'authentification forte, elle doit être déployée pour l'ensemble des utilisateurs et opérer sans exception. Bon, ça, c'est très bien. Ça, c'est votre credo. Mais quand je suis RSSI et que RSSI ou directeur de la cybersécurité, est-ce que c'est facile vous allez voir tous mes ingénieurs, mes patrons, tout le monde et de mettre ça en place? C'est pas si difficile que ça. Il y a bien évidemment des bonnes questions à se poser qui sont plutôt en amont et moins a posteriori, mais c'est pas si difficile que ça en fait. Ça fait même partie dans cette stratégie, parce que je pense que le Zero Trust c'est véritablement aujourd'hui une stratégie plus qu'un concept. Dans cette stratégie, l'authentification forte et peut-être avec la vérification d'identité, donc les solutions d'IAM, sont les deux briques pour moi qui sont les premières à opérer parce que c'est dans l'ordre effectivement des choses ce qu'on va regarder en premier et ça peut se faire de manière assez comme un quick win entre guillemets, et notamment l'authentification forte va être un des sujets sur lesquels on aura des résultats assez rapidement. Et les questions, pour répondre à ta question, Florence, elles sont plus sur la définition de certains process, la définition effectivement de solutions de secours, par exemple, bien évidemment pour pallier une authentification qui serait définie et qui, pour des raisons X ou Y, ne serait plus disponible pour tel ou tel utilisateur. Donc, il y a un peu de travail d'accompagnement, c'est l'objet aussi de tous les partenaires qui accompagnent sur nos métiers. Mais force est de constater que ceux qui l'ont déployé aujourd'hui en constatent les bénéfices et constatent a posteriori qu'il y avait beaucoup d'a priori et que finalement, c'est pas aussi compliqué que ça n'y paraît.
D'accord, ça commence à se mettre en place et à rentrer dans les mœurs. Bon, vous voyez l'étude du Césin, donc déjà près d'un tiers des entreprises qui appartiennent au Césin qui l'ont mise en place, bon, sachant que le Césin représente une grande partie aussi de vos clients et des grandes entreprises françaises. Laurent, vous parliez quand je demandais les forces du Zero Trust, donc on a bien compris l'avantage de mettre en place une stratégie Zero Trust. Vous disiez empêcher l'exfiltration des données sensibles, bien sûr, en appliquant une segmentation, une micro-segmentation. Donc, on est vraiment dans la frappe, l'opération chirurgicale, parce que la frappe, c'est de l'autre côté. Oui, en fait, c'est ce qu'évoquait un petit peu Bernard sur l'infra. L'utilisateur, effectivement, et ce que disait Fabrice, est important. C'est-à-dire que l'utilisateur doit être contrôlé. Mais à un moment donné, on a aussi une infrastructure, des serveurs qui communiquent entre eux, qui peuvent communiquer sur Internet, qui peuvent être dans le cloud, qui peuvent avoir un certain nombre de besoins d'infrastructures, de communication qui font que il est important que le contrôle des applications, ce qu'évoquait Arnaud, une application dans le cloud, comment on lui définit un micro-périmètre. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un grand périmètre qui protège l'intégralité de l'infrastructure, il est peut-être plus pertinent d'avoir des micro-périmètres, de la micro-segmentation et une cartographie associée qui permettra d'aller vers du Zero Trust, alors plutôt côté serveur dans ce cas-là, pas côté utilisateur, mais il est important d'avoir les deux pans de la sécurité, côté utilisateur, qui accède à quoi, et les serveurs entre eux. Voilà, est-ce qu'un serveur de base de données peut parler à un autre serveur de base de données? En général, non, il y a peut-être un serveur d'applicatif avant. Et donc, c'est vraiment essayer d'amener un périmètre de sécurité avec de la micro-segmentation pour contrôler plus finement les échanges, puisque dans toutes les failles que l'on peut entendre et les entreprises qui ont subi des problèmes, il y a eu des mouvements latéraux, il y a eu des problèmes de segmentation d'infrastructure. Alors, il y a eu un biais, effectivement, avec une perte peut-être d'informations, quelqu'un a volé des credentials et on est rentré dans le système d'information, mais une fois qu'on est dedans, c'est un peu comme la maison, hein, une fois que j'ai ma porte d'entrée triple point qui est ouverte, je suis dedans et puis je fais un peu ce que je veux. Essayons de faire les choses un petit peu plus finement et déplaçons le niveau de sécurité à des choses un petit peu plus micro. Jean-Pierre, je vous voyais réagir par rapport à ce que vient de dire Laurent. Oui, parce que, alors paradoxalement, oui, il faut être parano, oui, bien sûr, il faut tout contrôler, les accès, qui se connecte à quoi. Maintenant, on reste dans un monde ouvert. L'entreprise est un monde ouvert, c'est un écosystème ouvert. De plus en plus d'entreprises font appel à des sociétés extérieures pour pouvoir gérer l'ensemble de leurs projets. Et au cœur de ce dispositif, il faut permettre aux uns et aux autres de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Les utilisateurs, on parle souvent d'utilisateurs, ne négligeons pas que la plupart des attaques, je crois que c'est de l'ordre de 80%, viennent des acteurs, ce qu'on appelle des utilisateurs à privilège. N'oublions pas que les utilisateurs à privilège dans un système d'information, c'est la première faille du système d'information. Oui, c'est un petit peu ce que j'évoquais quand je parlais avec Laurent de comment on fait pour. C'est exactement ça, complètement. Et quand Laurent parlait de la micro-segmentation, il y a une chose qui a aussi changé ces dernières années, c'est que pourquoi on met en pratique, vous savez, une notion qu'utilisent les militaires qui s'appelle besoin d'en connaître. Pourquoi laisser un accès à tout le système d'information à des utilisateurs dont ils n'ont pas l'usage au quotidien? Pourquoi vous allez laisser un accès à l'ensemble des serveurs alors que si vous êtes prestataire extérieur et que vous venez sur le système d'information, un seul serveur suffit à l'accomplissement de votre mission. Donc il faut arrêter de laisser tout à tout le monde, surtout pour les équipes en interne. Et la difficulté justement, souvent dans un projet de type Zero Trust, c'est de bien définir qui doit avoir accès à quoi, quand il y accède et pourquoi il y accède. Alors, justement, Bernard, vous êtes encore plus tranché. Vous dites le déploiement d'un modèle Zero Trust incomplet ne peut pas, à proprement parler, être qualifié de Zero Trust. Donc, Oui, en fait, il faut que ce soit complet. Donc, moi, j'aimerais revenir sur deux choses, en tout cas. Arnaud a évoqué l'authentification adaptative ou le côté adaptatif. Laurent a évoqué le côté authentification forte. Mais une fois que la personne est authentifiée, comment est-ce que vous êtes garanti que c'est la même personne qui a derrière l'écran tout au long de ce qui fait sa session? Donc, il faut quand même parler d'authentification continue. On peut voler une clé, on peut voler une carte, on peut voler un mot de passe. C'est plus difficile de voler un comportement. Et donc, l'analyse comportementale fait partie quand même je pense, d'une approche Zero Trust où il faut sans cesse, en continu, en fait, détecter l'usurpation d'identité et les fraudes, etc. Et l'autre aspect, effectivement, c'est que pour moi, c'est une chaîne de confiance, c'est-à-dire
c'est un ensemble de choses, c'est une chaîne avec des maillons à la fois technologiques et fonctionnels. On a dit que c'est pas une technologie qui va couvrir l'ensemble. Et effectivement, c'est une chaîne de confiance où il faut considérer l'ensemble, c'est-à-dire effectivement la gestion des identités, l'authentification, mais toute l'infrastructure d'accès, Laurent l'a un peu évoqué, et toute l'infrastructure d'accès sous-jacente, l'accès à privilèges, Jean-Pierre l'a mentionné, etc. Donc c'est cet ensemble quand même qui doit être couvert pour dire qu'on a une couverture, on va dire, zéro trust. Arnaud, je pense que vous êtes aussi dans cette même courant de réflexion que Bernard par rapport à cet ensemble. Oui, c'est vraiment une chaîne. Voilà, comme on l'a évoqué, on constate souvent que voilà, on est très vite attaqué par le maillon le plus faible. Et c'est vrai que voilà, on a parlé de digital workforce, on a parlé de micro-segmentation et de mise en place de sécurité dans l'infra. On n'a peut-être pas également évoqué tout ce qui était maintenant au monde du DevOps, avec l'explosion naturellement des applications, parce que les applications et la multiplication du nombre d'applications, c'est également potentiellement un nouveau périmètre d'attaque. Et c'est aussi pour ça que, pour bien mettre en place du Zero Trust, il faut vraiment avoir une approche complète. Donc à la fois voilà, sur les populations remote, dans l'infra, avec la micro-segmentation, la mise en place d'une sécurité par défaut, et puis également dans le monde des développeurs, puisque voilà, on intègre une librairie, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette librairie? Est-ce que du coup, le développeur, lorsqu'il est en train de commencer peut-être le développement d'un programme, est-ce qu'il n'est pas en train d'insérer quelque part une faille de sécurité qui ensuite va pouvoir grandir ou se répandre? Donc c'est vraiment une faille, quelque chose à prendre dans sa globalité. Oui, mais justement, par rapport à ce que vous dites sur le développement, donc si on parle un peu de l'étendue de la surface d'attaque, ça peut être aussi bien aujourd'hui des IoT, dans un autre registre totalement différent, toute la chaîne, toute la supply chain. Donc tout ça, ce sont des points d'entrée plus ou moins direct dans le système d'information. Donc là aussi, le Zero Trust doit comprendre tous ces risques. Oui, absolument. Voilà, on n'est plus caché quelque part à l'intérieur de son data center, derrière son firewall à l'ancienne, et en se disant bon, ok, là je suis à peu près dans un endroit confortable, chaud et sécure. Tous les éléments maintenant de communication, que ce soit de l'IoT, que ce soit la communication d'un utilisateur distant, et c'est vrai qu'on a parlé aussi de l'authentification pour l'utilisateur distant, mais également toute la partie la mise en place de la conformité du terminal. Voilà, on utilise tout ce qui est principe de MDM aussi, qui sont autant d'éléments d'information qu'on peut utiliser pour mettre en place une sécurité de type Zero Trust. Fabrice, vous parlez, j'aime bien ce terme, c'est mon entreprise va l'implémenter de façon itérative. Donc en effet, ça veut dire qu'on avance. Comme l'entreprise évolue, il y a des nouveaux risques, il y a des nouveaux utilisateurs, il y a des nouveaux. Donc petit à petit, puis on apprend aussi de ses erreurs. C'est le principe aussi de l'itératif. Bon, on le voit bien là, et puis d'ailleurs, les collègues en attestent, on est sur quelque chose qui est global. Donc, de fait, on doit couvrir l'entièreté du système d'information. Et c'est pour ça que l'année dernière, je crois que c'est une quinzaine de %. Cette année, on arrive à un tiers des entreprises qui sont sensibles à ce modèle de sécurité, parce qu'il faut aussi le faire évoluer. C'est un peu une hérésie de se dire que on va réussir d'un coup d'un seul à protéger l'ensemble de son système d'information. Non, au contraire, il faut mettre en place des process, alors que ce soit de façon micro-périmétrique ou pas. L'idée, c'est de se dire, OK, je dois avoir la capacité, l'entreprise doit avoir aussi la capacité d'analyser en temps réel les évolutions des attaques, des comportements, comme le disait Bertrand également, et tout ça, donc de s'appuyer bien sûr sur l'Identity and Access Management, mais pas que. On a parlé de PAM avec Jean-Pierre, et puis même des solutions de SOC, de SIEM doivent s'ajouter à cela, doivent être couplées à ce modèle de sécurité pour pouvoir être capable de le faire évoluer, d'où cette approche itérative. Alors, votre réflexion, on comprend bien la globalité du Zero Trust. Je vous ai tous posé une autre question et vous m'avez répondu oui unanimement, mais je voudrais quand même qu'on le détaille. Est-ce que c'est pour tout le monde? Alors, quand on entend parler de SOC, d'authentification multifacteur, on se dit, ça peut être mis en place à peu près partout. Mais quand on vous entend
parler, le zéro trust pour tout le monde, c'est quand même une démarche, c'est une stratégie, c'est quand même une démarche de long terme. On a parlé de cartographie aussi, enfin voilà. Laurent, enfin, je vais vous faire réagir par rapport à pour qui le zéro trust, hein, parce que et les prérequis aussi, parce qu'on se lance pas comme ça dans une démarche zéro trust. Laurent, est-ce que vous voulez réagir? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je pense que vous l'avez dit, c'est une stratégie. Donc, c'est une stratégie qui ne peut pas laisser un pan du SI de côté. Donc, c'est une stratégie qui doit être globale. C'est un voyage qui va permettre effectivement de changer la posture et de sécurité et de l'adapter à notre monde qui change, parce que les menaces, elles changent et qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut plus faire confiance comme on le faisait par le passé. Donc, c'est quelque chose de global qui s'adresse à tout le monde, qui s'adresse à toute taille, à toute nature d'entreprise. Et les étapes sont à peu près les mêmes. Donc, c'est plus, je pense, lorsqu'on parle de prérequis, au-delà des prérequis techniques de chaque mécanisme qui va concourir à ce zéro trust, c'est plutôt un prérequis de maturité face à la sécurité. C'est-à-dire d'être vraiment aujourd'hui conscient que la sécurité elle évolue, que les modèles château fort Douve appartiennent au passé, et qu'effectivement, il faut changer cette posture-là pour adopter quelque chose qui soit beaucoup plus efficient pour l'entreprise, quelle que soit sa taille, encore une fois, quel que soit son métier. Donc, pour moi, le vrai prérequis, c'est cette prise de conscience qu'il faut voir les choses de manière totalement différente, avec la vision long terme, et aussi, du coup, avec la lucidité que, vu que c'est du long terme, il ne faut pas faire d'erreur, parce qu'effectivement, on ne va pas pouvoir faire 2 fois du zéro trust. Donc, c'est un voyage qui est structurant, mais sur lequel, effectivement, il y a des réponses, et on en atteste tous. Il y a des vraies réponses efficaces qui sont là. Merci. Alors, Arnaud, vous me dites, ça nécessite quand même d'avoir un niveau de connaissance suffisant de son existant, et également de pouvoir travailler en désilotant. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Oui, c'est exactement ça. Pour répondre à votre question, oui, tous nos clients, globalement, ont un besoin et une envie d'améliorer leur sécurité. Et ça, c'est en effet, comme le disait Laurent, un chemin et un voyage permanent. Maintenant, le débat, il est souvent organisationnel. C'est-à-dire que quand on est dans des entreprises qui sont encore peut-être silotées, il y a un vrai travail à faire déjà organisationnel pour s'assurer que la sécurité est un élément fondateur de l'ensemble des briques. Donc que ce soit la mise à disposition des ressources à distance, que ce soit l'infra interne, que ce soit le développement, la sécurité ne doit pas venir après. On parlait tout à l'heure de microsegmentation. Le principe, c'est vraiment d'être capable de créer un workload, de mettre à la disposition, par exemple, d'un métier un workload dont il a besoin pour travailler rapidement, mais de façon sécurisée immédiatement. C'est-à-dire que la sécurité ne doit pas venir après. Nous, on a beaucoup de clients où typiquement on se rend compte encore que le problème d'ouverture de flux, c'est quelque chose qui ralentit beaucoup le delivery des applications ou des workloads. Donc on est vraiment amené à avoir une sécurité qui est une brique fondamentale de l'ensemble en fait de la réflexion et de l'IT à l'intérieur de l'entreprise. D'accord. Laurent Jacquemin, vous avez souligné qu'il était impossible d'avoir du zéro trust dans des environnements legacy. Oui, alors moi je l'ai positionné côté serveur, c'est-à-dire que le zéro trust, si on positionne côté serveur, c'est tout est interdit sauf ce que je connais. Et Arnaud l'évoquait, hein, quand on est sur les formes d'automatisation, de workload et de mise en place de workload, c'est très bien puisque là, on va dire que fait partie du process de développement de l'application et de mise à disposition. On connaît les choses, en tout cas, on est censé les connaître. Côté micro-segmentation, on a aussi des cas où on a affaire à des applications qui sont relativement anciennes et aller vers le modèle de zéro trust est relativement compliqué puisque je ne peux pas tout interdire. Et je ne sais plus qui l'évoquait tout à l'heure, c'est qu'il y a un manque de connaissances précises du fonctionnement de l'application. Donc, on ne sait pas comment fonctionne éventuellement un serveur et comment, à partir de là, je peux sécuriser ce serveur dans une approche de type zéro trust. Donc, tout est bloqué sauf ce qui est autorisable si je ne sais pas ce qui tourne dessus. Et malgré tout, il faut améliorer la posture de sécurité puisque, je ne sais plus non plus qui le disait, mais un modèle de zéro trust sur une partie de l'infra, ça n'a pas de sens.
Donc, il faut le voir dans une globalité. Donc, il y a des fois, entre guillemets, le chemin vers le zéro trust passe aussi par un modèle plutôt de type blacklisting. Hein. Je vais interdire certains flux. Encore une fois, il y a eu un intervenant qui a évoqué, voilà, est-ce qu'il y a besoin d'autoriser tous les serveurs. Donc, pour moi, il y a un compromis. Le zéro trust, c'est vraiment l'idéal de sécurité, puisque vraiment tout est contrôlé avec, comme l'évoquait Fabrice, en permanence une réévaluation des choses. Mais quand on parle de micro-segmentation côté serveur, il faut avoir un petit peu de souplesse et essayer d'améliorer la sécurité et réduire la surface d'attaque de ces machines. Alors j'ai une question. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou peut-être Bernard, Jean-Pierre ou Fabrice. Quelle méthode d'analyse de risque ou approche conseillez-vous pour mettre en œuvre du zéro trust? Qui souhaite répondre? Alors, déjà, avant même de déterminer si on va mettre en place des méthodes ou autres, je pense qu'il y a un point, à mon avis, qui est essentiel. Il faut savoir d'où on part. Déjà, il faut savoir où on en est en réalité. Parce qu'on l'a tous dit, le zéro trust, c'est une philosophie, c'est un chemin. Et c'est un chemin sans fin en réalité, puisque comme c'est une philosophie, c'est une démarche itérative qu'on va mettre en place, sur laquelle on va travailler, qui s'adresse à tout le monde, hein, par rapport à ce que disait Laurent. Et effectivement, quelle que soit votre taille, quelle que soit la manière dont vous travaillez, ça concerne tout le monde. Par contre, il y a quand même un point essentiel, et Laurent l'a évoqué également, il faut savoir, si on parle des applications qui communiquent avec qui, si on parle des machines qui communiquent avec quoi, si on ne sait pas d'où on part, comment savoir où on veut aller? Donc pour moi, le point essentiel, déjà, il est là. C'est où en est mon système d'information, qui vient sur mon système d'information, qui travaille avec qui communique avec qui, comment, c'est quoi notre métier. Tous ces éléments sont fondamentaux et c'est quelque part le plus difficile en réalité, c'est de savoir où est notre point de départ. Une fois que vous avez fait cette analyse de là où vous êtes, alors vous pouvez commencer à vous dire, OK, je vais aller dans une philosophie zéro trust et je sais d'où je pars et quelles sont les étapes que je vais devoir franchir, tout en continuant à évoluer en permanence et à s'adapter en permanence. Mais ce point de départ, pour moi, est vraiment l'essentiel. Ça veut dire que, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit votre activité, si vous ne savez pas où vous êtes, comment vous voulez savoir où vous devez aller. Et je laisse à Bernard et à Fabrice la possibilité de parler des outils. Ce que je dirais, c'est qu'en fait, il faut saisir les opportunités qui se présentent. Et je pense que ce n'est pas un hasard si le Zero Trust a un peu décollé dans cette période, en fait. Et je ne sais plus qui l'a mentionné, mais c'est vrai qu'avec l'explosion du télétravail et du coup de l'accès de prestataires tiers au système d'information, on sait que beaucoup d'attaques proviennent de la périphérie. En fait, les attaquants, ils font du rebond. Ils passent par un télétravailleur qui utilise un ordinateur personnel. Ils passent par un prestataire qui utilise un produit qui n'est pas à jour de sécurité, etc. Et du coup, c'est cette périphérie qui est moins dangereuse. Et comme elle est obligatoire aujourd'hui pour la continuité du business, je pense que voilà, il y a une belle opportunité en ce moment de démarrer finalement du Zero Trust dans ce domaine-là finalement, de l'accès distance sécurisé, en astreinte, en mobilité, en télétravail ou par des prestataires. Et c'est un bon domaine où on peut voir toute la chaîne des identités, de qui interagit avec qui, de l'authentification, comment j'impose tel type d'authentification avec tel type d'acteur, gérer les habilitations, être à jour des habilitations. Enfin voilà, toute cette chaîne peut être gérée dans ce contexte d'accès à distance sécurisé. Merci. Fabrice, vous voulez réagir aussi par rapport à ce qu'ont dit Jean-Pierre et Bernard, ou justement par rapport à cette analyse de risque nécessaire? Alors, Fabrice, il est figé là. Fabrice, on vous a perdu. Bon, alors on va continuer et puis il va peut-être revenir. Si vous aviez un ou deux conseils à donner à des entreprises qui... Bon, je pense qu'il n'a plus de réseau, Fabrice. Un ou deux conseils à donner à des entreprises. Bon, on a bien compris les recommandations de Jean-Pierre. Déjà, il faut savoir où vous en êtes pour savoir où vous allez, qui se tâtent encore pour différentes raisons. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je vais pouvoir le mettre en place assez rapidement? Qu'est-ce que vous leur diriez, Laurent?
Alors moi je vais commencer. Moi je pense que la première des choses, et c'est pas moi qui le dis, voilà, c'est le Forester qui a été à l'initiative du Zero Trust, c'est déjà peut-être identifier les données sensibles, puisque une entreprise, elle a un cœur de métier. Quelles sont ces données? Si demain ces données-là sont compromises, ça peut compromettre le fonctionnement de l'entreprise. Donc déjà identifier quelles sont les données. Alors je crois que c'est effectivement Bernard qui l'évoquait, voilà, et cartographier. On peut pas sécuriser quelque chose qu'on connaît pas. Donc si on veut commencer ce chemin-là, c'est quoi mes données sensibles, mes serveurs importants, et comment ils doivent fonctionner sur le réseau. Et après, on utilisera les moyens technologiques pour mettre du Zero Trust, mais il y a un travail de connaissance à commencer initialement. Merci. Arnaud? Ouais, c'est en effet pour moi un élément fondamental, ce que vient de dire Laurent, et en complément de ça, je reviendrai sur l'idée qu'il faut vraiment intégrer la partie sécurité de façon transverse. Voilà, c'est que ce soit au développement, au cloud, à l'ensemble des éléments de l'IT, de l'infra également naturellement. Il faut que la sécurité fasse partie du cycle décisionnaire, voilà, dès le début. Faut pas que ça soit quelque chose qui vient après, parce que on se rend compte que ça peut clairement permettre des erreurs humaines, de mise en place de règles de sécurité lorsqu'elles sont pas automatisées. C'est là où on arrive dans cette problématique-là. Et puis voilà, si la sécurité est intrinsèque et si la sécurité fait vraiment partie de la réflexion dès le début, c'est vraiment les éléments qu'on recommande. Donc vraiment de casser ces silos et d'intégrer la sécurité dans toutes les briques à l'intérieur de l'entreprise. Merci. Alors l'autre Laurent de Yubico. Oui, moi j'aurais tendance à dire effectivement de prendre le temps de bien maturer d'où on part et où on veut aller, bien évidemment, et également de prendre le temps d'aller en profondeur sur chacun des mécanismes qui composent le Zero Trust. On n'est pas dans un projet où on veut simplement cocher une case en se disant voilà on a la protection, youpi, on est bien. C'est vraiment quelque chose qui est structurant pour l'entreprise, qui doit apporter au-delà de la sécurité des bénéfices aussi, parce que la sécurité va permettre derrière lorsqu'on a du Zero Trust d'avoir plus d'agilité, d'avoir une meilleure productivité. Donc c'est aussi ces points-là qu'il faut aller défendre, notamment auprès de nos clients, auprès des COMEX. Et donc il faut prendre le temps de tester. Toutes les briques, je dirais, ne se valent pas. Donc voilà, il faut dépasser les a priori. Et c'est d'autant plus important qu'effectivement, comme on l'a dit, c'est un travail itératif et que voilà, c'est pas un projet qui a une date de fin. C'est vraiment une stratégie, je dirais, vertueuse, mais voilà, sur lesquelles mais perpétuelle, on a l'impression. Voilà. Jean-Pierre, un petit mot aussi. Alors, il y a un élément pour rejoindre ce que disaient Arnaud et Laurent. Pour une fois, le législateur a bien compris, en réalité, puisque qu'est-ce que dit le RGPD? Il dit vous devez faire du security by design. Tout est dit. Ça veut dire que depuis la promulgation de la loi, alors c'était évident pour certains, surtout pour les DSI et les RSSI. Pendant très longtemps, ils ont été tout seuls. Je pense qu'on en connaît tous qui ont prêché dans le désert pendant des années et des années sur l'importance de sécuriser les SI, les applications et les data. Là, je rejoins complètement Laurent. Le cœur de tout, ça reste la donnée. Ne l'oublions jamais. Et en fonction de votre secteur d'activité, elle a encore plus de valeur. Mais cette notion de security by design, qu'est-ce que ça dit? Ça dit simplement qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous voulez mettre en place une nouvelle activité, quelle qu'elle soit, vous devez intégrer la sécurité. Le plan de relance du gouvernement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quel que soit le projet que vous allez mettre en place demain, vous devez intégrer dans votre budget 5 à 10% de cybersécurité. Tout est dit. Le législateur a enfin compris l'importance que la sécurité pouvait revêtir pour les entreprises. Donc, en l'imposant dans la loi, quelque part, au-delà des enjeux métiers qu'on pouvait connaître pendant des années, le législateur a dit, attention, ce n'est plus qu'un enjeu métier. Aujourd'hui, c'est un enjeu de responsabilité, de compliance. Et si vous ne respectez pas ces enjeux, vous pouvez être condamné pénalement. Si vous avez une perte de données et qu'il est prouvé que vous n'avez pas mis en place les moyens pour sécuriser votre SI, vous êtes pénalement responsable. Le RGPD a aussi changé une chose, le paradigme. Avant, la responsabilité, finalement, on avait un prestataire, on disait, moi, je ne suis pas un expert en sécurité, à vous de me conseiller de mettre en place les bonnes solutions. C'est plus le cas aujourd'hui. L'entreprise est responsable de sa sécurité. Ouais. Très bien, merci. Bernard? Oui, du coup,
Effectivement, l'idée c'est d'être proactif. Moi, ce que ça m'évoque, effectivement, c'est une autre façon de former ce que dit Arnaud et Jean-Pierre l'a dit, c'est vraiment le security by design. Une autre façon aussi peut-être de le dire de manière organisationnelle, c'est de réfléchir à la position du RSSI qui doit peut-être jouer un rôle dans le comité de direction. Peut-être que le RSSI doit se rapprocher. Ça sera l'objet d'une autre table ronde. Hein. Non, mais ça fait partie du sujet, je pense. Ça fait partie du sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des zero trust si le RSSI est enfui au fond de l'organisation. Voilà. Et un autre aspect pour moi, c'est qu'il ne faut pas se contenter de se protéger. Il faut proactivement décider de contrôler, de prendre le contrôle des affaires un peu. Et du coup, d'avoir sur des projets de contrôle d'accès une vision globale. D'accord. Merci. Fabrice, est-ce qu'on vous a récupéré ou... Vous m'entendez ou pas, hein? Oui, on vous entend. Alors, juste le mot de la fin, un conseil, parce qu'on n'a plus que 2 minutes, un conseil aux entreprises. Suivre les conseils de mes confrères. C'est très bien, c'est fair play. Ouais, c'est un petit peu le bureau des légendes. Hein. Est-ce qu'on a le droit d'en connaître, comme disait Jean-Pierre? Voilà, c'est quelque chose de très important aujourd'hui et d'incontournable. Mais je pense qu'on l'a bien résumé. Il faut que les entreprises déjà sensibilisées continuent à s'inscrire dans cette démarche et dans ce modèle de sécurité, parce que c'est le seul moyen aujourd'hui de réduire les risques de failles, d'attaques. Aujourd'hui, le RSSI ne se dit pas est-ce qu'il va réussir à s'en sortir, il se dit juste quand est-ce que ça va tomber sur moi. Donc, je pense que le plus intéressant est de remplir son obligation de moyens, de mettre tout en œuvre pour protéger son SI au maximum, et cette démarche Zero Trust est le meilleur compromis. D'accord. Écoutez, alors il y a un sondage qui tourne, donc si ça, je m'adresse aux auditeurs, vous pouvez répondre, et puis de toute façon on analysera ensuite derrière, mais je voulais vous remercier tous les 6, merci d'avoir participé à cette table ronde, très intéressante, moi j'ai appris plein de choses, et puis nous retrouvons dans 3 minutes pour la prochaine table ronde sur le cloud. Merci messieurs, puis à bientôt au cercle, aux assises, voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Thank you.